la seconde partie du comptoir de l'info du lundi. On est en compagnie de Brice Bérard-Rastic, directeur CAFPI Rive Gauche Toulouse. Oui. C'est bien ça. Et on parle donc du marché immobilier. Moi, je voudrais savoir, parce qu'on nous en a tellement parlé, mais au quotidien, quels ont été finalement l'impact, quel a été l'impact de la crise sur le marché immobilier pour les Toulousains? Est-ce que ça s'est vraiment ressenti ici dans la Ville Rose? Dans la Ville Rose, ça s'est pas ressenti. On pourra même peut-être poser la question à Sonia, parce que... Oui, je pense que c'est important, mais de notre côté, on a eu une baisse de 10%, donc c'est pas très important sur une période où il y avait quand même un environnement où tout le monde était inquiet. Oui. Donc tout le monde a continué à accéder à la propriété, les banques ont continué à prêter. Certaines banques ont demandé à avoir un petit peu plus d'apport, mais c'est également le rôle du courtier. On avait d'autres banques qui ne demandaient pas cet apport minimum, donc ça permettait de répondre à tous les souhaits de tous les clients et donc de continuer à pouvoir prêter à n'importe quelle classe sociale en fait. Et pourtant, on sait que chaque année, Toulouse accueille plus de 18 000 habitants. Enfin, Toulouse est le grand Toulouse, oui. Chaque année, donc ça pourrait sembler difficile et de plus en plus difficile d'accéder à la propriété. C'est bien ça, c'est toujours 18 000 habitants chaque année. Oui, c'est 8 000 pour Toulouse, et c'est donc à peu près le double, 15 à 16 000 pour le Grand Toulouse. Mais vous savez, nous construisons beaucoup, n'est-ce pas, à Toulouse. Si vous vous promenez dans les rues de la ville, dans tous les quartiers, nous construisons. La ville déjà assume cette responsabilité qui est la sienne, en particulier dans le logement social, dans la part du logement social. Et partout où je me promène, je vois des petits îlots, des petits ensembles, des petits immeubles de grande qualité, esthétique et si possible aussi, c'est ce que nous voulons, environnemental, pour accueillir toutes ces familles, quelle que soit leur origine sociale. Complètement. Et par rapport à ce que vous dites, il y a la norme BBC qui permet aux acquéreurs d'avoir droit au prêt à taux zéro et de le majorer. Donc c'est vrai que ça permet de baisser une mensualité et donc d'accéder à des logements un petit peu plus sympas en gardant les mêmes mensualités. Alors est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment d'acheter dans le neuf ou dans l'ancien? Alors dans le neuf et dans l'ancien, on reste sur une période où il faut acheter puisque les taux d'intérêt sont bas puisqu'ils sont à moins de 4% sur quasiment toutes les durées. Moins de 4%. Oui, moins de 4% sur toutes les durées. On est aux alentours de 3,80 sur 20 ans et aux alentours de 4,05 sur 25 ans, ce qui fait partie des longues durées. Et on a la possibilité également, vu qu'on la plupart des personnes qui accèdent pour la première fois à la propriété ont moins de 35 ans, on a la possibilité maintenant, depuis 2009, avec la loi Lagarde, d'aller chercher des assurances de prêt qui sont beaucoup moins onéreuses. Et donc, derrière, d'augmenter le pouvoir d'achat de tous les clients en baissant le coût de cette assurance-là. Au niveau des prêts à taux zéro, l'année dernière, il n'y avait pas de plafond de ressources pour pouvoir accéder à ce prêt à taux zéro, alors que cette année, dans l'ancien, il y a des plafonds et ensuite, on n'est plus sur des logements HLM, donc ça restreint un petit peu l'accès à ce prêt à taux zéro dans l'ancien. Maintenant, les banques ont trouvé des systèmes palliatifs qui permettent d'accéder à la propriété sans prêt à taux zéro, mais en conservant sensiblement la même mensualité que si on avait un prêt à taux zéro. Et dans le neuf, le prêt à taux zéro est toujours d'actualité et avec tous les logements qui sont maintenant BBC, ce prêt à taux zéro est même majoré. Donc ça permet, on n'est pas impacté au niveau des ventes dans l'ancien ni dans le neuf. Quel est le profil de l'acheteur aujourd'hui? C'est quoi? C'est le jeune couple qui s'installe avec un enfant en bas âge? Alors principalement sur les tranches de 25-35 ans, donc les primo-accédants qui sont en couple, c'est vrai que les deux travaillent en CDI. En général, ils ont un petit apport qui correspond aux frais de notaire et ils empruntent sur une durée de 25 ans. Sont des Toulousains ou sont des gens attirés qui ont fait de l'héliotropisme? Sur les primo-accédants, on est très souvent sur des Toulousains. Ensuite, sur des familles monoparentales, on peut être sur des personnes qui arrivent d'autres régions. Ouais. Mais principalement, on est sur des Toulousains et agglomérations toulousaines. Quels sont les quartiers qui ont la cote? On a tendance à penser... L'hypercentre. Oui, c'est ça, toujours. Le fameux octogone à venir va être une référence sur le marché immobilier. L'octogone qui va aller jusqu'à Saint-Cyprien, on en discutait, Sonia Ruiz, tout à l'heure. Oui, absolument. Qui va être la vraie définition de la ville, la circulaire de la ville. Oui, tout à fait, selon la définition de Jeanne Bousquet, qui travaille à la qualification de ce centre-ville. Nous voulons le faire accueillant. Et nous voulons le faire évidemment solidaire. En moyenne, on est à combien le prix au mètre carré à Toulouse? Il est à combien? Par rapport aux autres grandes villes françaises, on est au-dessus, en dessous? On commence à rattraper certaines villes comme Lyon, comme Marseille, mais on a toujours été un petit peu en dessous. Là, aujourd'hui, on est sur une moyenne de 2 500 € le mètre carré. Maintenant, ça prend en compte tous les secteurs.
Sur de l'hypercentre, comme le quartier Saint-Étienne, on peut monter jusqu'à plus de 4 000 € le mètre carré. Et ensuite, il y a d'autres secteurs qui vont être plus proches des rocades, où on va descendre dans les 2 000, 2 200 € le mètre carré. Le Grand Toulouse à la côte aussi, hein? Oui, complètement. Quels sont les endroits qui se vendent le mieux aujourd'hui? On a tendance à penser autour d'Airbus, mais pas forcément. Oui, tout ce qui est proche, proche du pôle aéronautique, forcément est porteur. Donc Corne-Barrieux se développe énormément, Mondonville, Blagnac toujours, Beauzelle. Les promoteurs d'ailleurs ne s'y trompent pas, puisqu'en fait il y a beaucoup de résidences BBC dont je parlais tout à l'heure qui voient le jour dans ces endroits-là. Mais bien entendu, il reste encore Balma, de l'autre côté, qui est très très attrayant. Donc les Toulousains aujourd'hui arrivent à partir à 15 km de Toulouse assez facilement. À une époque, ils avaient souhaité partir à plus de 30-40 km, puis en fait on s'aperçoit qu'il y a une question budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une voiture le prix de l'essence, qui ne va pas aller en diminuant. Et toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui les gens se rapprochent un petit peu. Principalement en achetant de l'ancien ou des programmes neufs, parce que tout ce qui est construction sur du proche Toulouse, il y a une problématique de rapport entre le prix du terrain et le prix de la construction. Donc les constructions se font en règle générale soit sur des ménages assez aisés proche Toulouse, soit sur le segment médian, on est sur du 30-40 km de Toulouse. Est-ce qu'un projet dont on en a parlé en préambule de cette émission ensemble, mais un projet qui commence un petit peu à fourmiller, à bouillonner de studios américains à Raleigh, qui pourrait venir s'installer à Toulouse, est-ce que ça, vous sentez que ça pourrait faire un petit peu frémir le marché, impacter même le marché toulousain, ou c'est bien trop tôt? À ce jour, le ressenti que l'on a de nos clients, ils ne nous en parlent pas du tout. Ah oui. Voilà, aujourd'hui, on est plus sur des conversations qu'on peut avoir entre amis sur ce projet-là, mais le Toulousain qui est en recherche active de biens n'envisage pas du tout, ne parle pas du tout de pour l'instant, rien n'est officiel, il faut le dire aussi. Oui, ça ne touche on en est qu'au balbutiement. De manière très collatérale, dans certains milieux, le grand public pour l'instant n'est pas directement concerné. Ça viendra, nous l'espérons, parce que ce serait une bonne chose si tout se fait dans les bonnes conditions, évidemment, et dans les bons partenariats. Évidemment. Donc pour faire de bonnes affaires, il faut aller dans la campagne lauragaise, c'est ça aujourd'hui? Pas forcément. C'est s'éloigner. Aujourd'hui, on a une petite baisse de prix quand on est hors de l'hypercentre. Ouais, évidemment. Il y a toujours cette période d'attentisme quand on est avant les élections. Donc, et une petite baisse de taux sur le premier trimestre. Donc c'est vrai qu'on est sur un bon mouvement pour acheter. Bah, du coup, on va partir du côté de la Beige avec deux étudiantes de l'école de commerce. Bonsoir mesdemoiselles et merci d'être là. Vous venez nous parler d'une journée que vous avez mise au point, une journée caricative qui va avoir lieu mercredi dans votre école pour soutenir une association qu'on connaît bien à Toulouse et à TLT puisque c'est Un maillot pour la vie. Expliquez-nous un petit peu le déroulement de cette journée et surtout son objectif finalement. L'une ou l'autre? En fait, on organise une journée interculturelle dans notre école, à savoir le SCGF, qui est une marque de Les Arcs Évolution. Donc voilà, c'est une journée qui se déroule le 4 avril. Mercredi. Mercredi, voilà. Qui démarre le matin. Qui démarre le matin avec une pause gourmande et des milliardises des 4 coins du monde. Puis elle est ouverte à tous cette journée. À tous, étudiants, professionnels, vraiment tout le monde est bienvenu à cet événement. Puis ensuite, entre midi et 2, on proposera des plateaux repas pareils, avec des thèmes Amérique du Sud, Antilles, Afrique, des plats typiques pour faire découvrir les différentes cultures. Puis l'intervention de professionnels qui ont été à nos côtés, des prestataires de danse, des prestataires, de partenaires de genre instrumentaux, etc. Alors vous êtes vous étudiante en BTS, je crois, donc deuxième année, et vous quatrième année. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce projet plus humanitaire qu'autre chose finalement? Alors en fait, dans le cadre de notre cursus scolaire, en fait, on a différents projets qu'on doit mener au cours de l'année. Oui. Donc soit dans l'atelier journal, ou soit dans le bureau des sports ou le bureau des élèves. Et j'ai choisi, donc, avec mon groupe, un projet humanitaire. Pour quelle raison vous vous sentez concernée? Je me suis dit, pourquoi ne pas apporter une valeur ajoutée à une association plutôt que de créer un article dans le journal, dans l'atelier journal de l'école. C'était plus
plus valorisant et d'apporter quelque chose en plus à l'association. Parce que là, en fait, le but de la journée, c'est de récolter des fonds, donc de par le buffet et les tickets de tombola, pour les reverser entièrement à l'association, qui a pour but, en fait, en 2012, d'emmener les enfants malades, donc de toute pathologie confondue, au JO de l'an de 2012, en fait. Donc c'était notre contribution à nous d'organiser cette journée en faveur de l'association. Vous connaissiez cette association particulièrement? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Un Maillot pour la Vie? Alors, je connaissais cette association par l'intermédiaire de Maxime Poirier, qui était sportif dans les Speysa, et qui est le petit frère. Qui participe à certaines opérations. Plusieurs opérations, par exemple la visite des enfants malades à l'hôpital de Purpan. Oui. Qui est donc le petit frère de mon petit ami. Donc c'est du bouche à oreille. Exactement. Et j'ai participé à plusieurs événements que l'association a effectués. Et ça m'a plu. Et je me suis dit pourquoi pas contribuer à ce que les enfants partent au JO. C'est un beau projet, une belle idée. Le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Comment vous avez fait pour financer cette journée de mercredi? Beaucoup de démarches. Vous êtes allé frapper beaucoup de démarches, beaucoup de recherches de partenaires. Actuellement, on n'a aucun partenariat financier. Donc c'est de l'autofinancement et on va rétablir les comptes avec la vente des packs, des plateaux repas, qui sont effectués lors de la journée. Donc tombola aussi qu'on organise grâce à beaucoup de partenaires qui nous ont offert des lots pour l'association. C'est pas trop lourd d'organiser ça en pleine période Vous êtes quand même en plein travail, vous avez des études à poursuivre. Oui, bientôt on rentre en période de partiel en plus. En plus en période de partiel, oui. Mais bon... Non, il faut se dire que quand on mène un projet d'une telle envergure pour une association, il ne faut pas compter le temps qu'on donne, l'énergie qu'on y met. Non. Il faut se dire que c'est un challenge pour nous aussi de réaliser un projet pour une association. Et c'est une expérience enrichissante aussi, humaine et... la dimension. Et en tous les cas, bravo pour votre engagement, mesdemoiselles. Et on rappelle que cette journée a lieu à l'école de commerce de la Beige, mercredi, le 4 avril. C'est ça. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TLT.